Bonjour, je vais vous présenter le cursus E2I, tel que nous l'avons décliné sur les 3 années de formation du diplôme E2I. Donc la formation E2I se répartit sur 4 axes. Un axe méthodologie, qui va être englober les 3 axes principaux de la formation, à savoir tout ce qui est algorithmique, donc tout ce qui va être méthode, qui va permettre de caractériser les phénomènes physiques sur lesquels on va devoir intervenir ou faire des acquisitions pour faire des décisions, donc tout ce qui est maths, signal automatique. On va avoir un volet informatique industrielle, donc apprendre à déployer des principes, des méthodes, des algorithmes sur des architectures spécifiques de l'électronique et de l'électronique embarquée. Et enfin, on aura un volet électronique où on va pouvoir être en capacité de concevoir, de tester, de valider des systèmes électroniques tels que, par exemple, la commande d'un drone ou d'autres applications qu'on verra dans la suite de cette vidéo. Donc la chose importante, c'est qu'on va avoir un socle théorique important de comment on traite des informations. Une autre chose, c'est qu'on va avoir évidemment beaucoup de méthodologie, puisque nos ingénieurs sont amenés à travailler sur des secteurs industriels où la méthodologie est cruciale pour le développement de nouveaux produits. Et enfin, on travaillera beaucoup sur de la méthodologie par projet, mais il y a une vidéo qui est dédiée. Il y a 2 vidéos qui sont dédiées à la méthodologie par projet. Je vous invite à aller les voir si vous souhaitez approfondir ce volet de la formation qui est la formation par projet. La formation à la méthodologie, ça va nous amener à nous poser les questions lorsqu'on conçoit un système électronique, de faire le mariage entre l'électronique, la partie matérielle, et la partie logicielle qu'on va utiliser dessus. Donc derrière, on va avoir besoin de principes de modélisation des conceptions, soit donc MCSE qui est un principe de modélisation et de méthodologie de découpage des problèmes d'un cahier des charges d'un système électronique. Et on aura aussi UML par exemple qui va nous permettre de faire la même chose mais du côté logiciel, et donc d'avoir vraiment une structuration de la pensée de comment on prend le problème du cahier des charges jusqu'au prototypage potentiellement. On aura toujours dans la formation les recherches entre faire des fonctions plutôt d'un point de vue matériel, puisqu'en électronique on peut faire beaucoup de choses d'un point de vue purement matériel, mais aussi on peut les faire d'un point de vue logiciel. Donc là, il y a un compromis à trouver entre l'efficacité, les coûts et la consommation énergétique potentiellement derrière différentes fonctions. Et enfin, on fera de la modélisation, simulation et optimisation des process. Donc ça peut être une optimisation au sens efficacité, ça peut être une optimisation au point de vue coût, et ça peut être aussi des optimisations au point de vue consommation d'énergie. On fera toujours de la réalisation de prototypes, tests, mesures et validations. Ça fait partie des méthodologies de conception de tout produit, que ce soit électronique ou autre. Le deuxième volet que j'ai évoqué, c'est tout ce qui est maths, signal et automatique. Donc ici, vous avez en illustration des principes de vision 3D. Donc là, l'objectif, ça va être de modéliser des acquisitions d'informations pour la formation E2I. Et typiquement, c'est d'utiliser par exemple deux caméras pour faire de la stéréo. Donc c'est ce que l'on voit sur cette illustration. Et donc ça nous permet, ici, avec ces 2 vues-là par exemple, comme on a 2 positions de caméra qui sont décalées, un peu comme la vue humaine, avec nos yeux, le fait que ce soit légèrement décalé, fait en sorte qu'on est capable d'identifier ici la profondeur des objets sur les images. Et on voit ici que l'ourson est derrière la petite maison, qui est elle-même derrière la plante. Puisqu'ici on retrouve un résultat d'un algorithme de calcul de carte de profondeur, ce qu'on appelle une carte de profondeur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier les différentes couches, la distance à laquelle l'objet se trouve par rapport aux caméras qui ont fait l'acquisition. Donc ça, typiquement, c'est des choses qu'on va utiliser en vision industrielle. Les applications de la vision industrielle, c'est du contrôle de qualité, mais ça va être aussi tout ce que l'on va avoir sur les véhicules autonomes, par exemple.
pour pouvoir identifier son environnement. Ce ne sera pas le seul système d'acquisition de l'environnement, mais ça en fera partie, probablement en tout cas. Pour beaucoup de solutions, en tout cas, c'est le cas. La partie électronique, c'est comment passer d'un composant, donc soit des composants des microcontrôleurs ou des composants numériques, soit des composants analogiques pour réaliser des fonctions, et derrière ça, eh bien, les mettre en forme, les assembler pour réaliser une plateforme matérielle qui va permettre, eh bien, après, de traiter des informations, soit de manière analogique, soit numérique, et d'exploiter les algorithmes que l'on a vus en maths, signal et image, pour pouvoir, après, eh bien, réaliser une fonction. Si vous avez vu la vidéo sur le profil ingénieur, eh bien, c'est ce genre de choses qu'on doit faire dans un drone. Allier une électronique analogique pour récupérer des informations de capteurs à de l'électronique numérique qui, elle, va prendre des algos pour piloter, par exemple, un drone. En informatique industrielle, c'est un des gros volets de la formation, c'est une compétence que nos élèves ingénieurs doivent absolument déployer, développer, c'est la capacité à programmer sur ce que nous on appelle des cibles, donc des cibles processeurs qui peuvent être extrêmement différents. On ne va pas mettre le même processeur dans un micro-ondes que le processeur que l'on va avoir dans un Airbus par exemple, et ce ne sera pas le même processeur que vous avez dans l'ISS, la Station internationale spatiale. Donc on va avoir une multitude de processeurs disponibles. Donc là vous avez notamment en bas à gauche eh bien, des processeurs de type ARM, hein, que ce soit le STM32 ou le Sensor Hub qui sont sur des architectures ARM. Donc là on va avoir le même principe de programmation. Cependant entre STM et le FreeSpace ici, eh bien, on aura ici dans l'architecture à l'intérieur un cœur ARM qui va se programmer de la même manière sur les deux puces. Par contre, tout ce qui va être autour, ce qu'on a, nous on appelle les périphériques, qui sont eux propres à chaque constructeur, mais on va avoir une utilisation qui va être différente. Ici vous avez un microcontrôleur microchip qui lui n'est pas à cœur ARM, et nos étudiants, nos ingénieurs sont capables aussi de les programmer. Enfin, vous avez deux puces ici sur la droite, un Virtex, donc là qui est une puce de chez Xilinx, qui est un FPGA, qui est un composant logique adaptable, donc un composant très particulier qui va savoir faire des opérations élémentaires logiques assez complexes, mais et très très rapidement, mais par contre qui ne va pas être capable de faire des calculs comme vous pouvez le faire sur un PC standard en fait. Et enfin on va voir ici un C6000 de chez Texas qui est un DSP multicœur. Alors un DSP multicœur, c'est Digital Signal Processor. Donc là, multicœur, ça veut dire qu'il y en a plusieurs en fait, dans le boîtier. Et ça, c'est typiquement des processeurs qui sont utilisés pour les caméras très haute définition ou les caméras très, très rapides. Et donc, c'est des processeurs qui vont être en capacité de traiter des flux d'informations de manière extrêmement rapide, mais qui ne savent faire que ça, en fait. Pour schématiser, hein, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Donc dans un cas concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un ingénieur est capable de prendre un problème. Donc typiquement ici, j'ai pris comme exemple tout ce qui est défibrillateur automatisé externe. Donc à l'intérieur de ce boîtier, vous avez un processeur qui va être en charge, et de l'électronique qui vont être en charge de récupérer les informations venant ici des deux patchs qui sont utilisés sur la personne qui a potentiellement une crise cardiaque. Et là, la tâche fondamentale de cette électronique, ça va être d'identifier si la personne souffre réellement d'un arrêt cardiaque et de provoquer la défibrillation, donc redémarrer le cœur en cas d'arrêt cardiaque. Un défibrillateur mal utilisé peut avoir des conséquences très très tragiques. Donc là, vous voyez bien que l'électronique qui a permis, et on retrouve maintenant ces équipements partout en France et partout dans le monde, et permettent de sauver un nombre de vies non négligeable. Mais derrière ça, on a typiquement ici de l'électronique critique, avec des algos qui ne doivent pas se tromper. Donc on ne doit pas se tromper sur les acquisitions,
Lors de l'acquisition, on doit s'assurer que les signaux sont cohérents par rapport au placement que l'on doit avoir sur le patient. On parle de patient, mais c'est utilisé par des personnes qui n'ont aucune connaissance médicale. Donc là, il faut vraiment que l'électronique pallie à tous les défauts qu'on peut avoir dans son utilisation. Donc là, on est vraiment sur des applications très très spécifiques. Donc là, l'ingénieur doit dialoguer avec, évidemment, les docteurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, et pouvoir établir l'électronique qui va permettre à ce DEA, de fonctionner correctement et d'être efficace surtout. Donc l'ingénieur en 2i, comme je le disais, il y avait donc les trois secteurs, donc électronique, informatique industrielle, maths, signal et automatique. Tout ce qui est méthodologie est réparti sur ces trois piliers. Et vous avez aussi, bien évidemment, tout ce qui est sciences humaines, économiques et sociales, ce qu'on appelle les humanités, qui inclut aussi les langues et du sport, puisque le sport est obligatoire en première année et deuxième année du cycle ingénieur, soit troisième année, quatrième année, INSA en fait. Donc là, c'est à la fois du scientifique, du technique, vraiment électronique et informatique industrielle, et on a des sciences humaines, économiques, sociales, des langues, et du sport en complément. Comme je le disait une célèbre personne, il faut concevoir des têtes bien faites aussi. Les méthodes de pédagogique, c'est essentiellement en cours TD et TP sur les aspects très scientifiques, très théoriques que sont les maths, signal et automatique. Vous avez quand même pas mal de TP, puisque TP et projet en maths, signal et automatique, on arrive quasiment à 33%. Donc les aspects pratiques, même sur les matières scientifiques, sont quand même conservés et aident beaucoup les étudiants à appréhender les matières, les notions théoriques. En électronique et informatique industrielle, vous voyez qu'on est quasiment à la moitié de l'enseignement sur des aspects pratiques, soit en TP, soit en projet. Donc, vous voyez, tout ce qui est du secteur de l'électronique, on est à 20% de projets, 1/5 des heures sont faits en projet. En informatique industrielle, on est à 1/10, donc et 40% de TP. Donc là, on a un enseignement très très pratique qui est apprécié des étudiants, mais surtout apprécié des entreprises qui embauchent nos étudiants, puisque nos étudiants sont assez rapidement opérationnels dans les entreprises, de fait de cet enseignement pragmatique que l'on propose à nos élèves ingénieurs. Voilà pour le cursus. Je vous invite à aller voir les autres vidéos du département 2i qui présentent la spécialité électronique et informatique industrielle de l'INSA de Rennes.